On s'appuie aujourd'hui sur des sources fascinantes. On a des notes de réflexion clinique, un article de fond très détaillé sur la physiologie de l'apprentissage et une trame d'échange entre des spécialistes de l'enfance. Tout un programme en fait. Ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. Et si tout ce que vous faites pour votre enfant vous éloignait de lui? Mardi après-midi, un parent au volant, orthophoniste à 16 heures, psychomotricien à 17 heures, une pochette de bilan sur le siège passager. Ce parent coche toutes les cases. Et pourtant, il ne sait plus lire son propre enfant sans l'avis d'un expert. Faire plus, donner l'impression de faire faux. Alors, une question s'impose, et si le parent n'avait pas perdu sa place, mais qu'elle s'était déplacée? Dans cet épisode, on comprend pourquoi et comment la retrouver. C'est parti. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée analytique. Je suis ravi d'ouvrir ce dossier aujourd'hui parce que on va toucher un sujet très très intime. Oui, bonjour. C'est un sujet qui résonne vraiment avec le quotidien de beaucoup de familles. Exactement. Et pour poser le cadre, on s'appuie aujourd'hui sur des sources fascinantes. On a des notes de réflexion clinique, un article de fond très détaillé sur la physiologie de l'apprentissage et une trame d'échange entre des spécialistes de l'enfance. Tout un programme en fait. Ouais, la mission de cette exploration, c'est de comprendre comment cette abondance d'aide moderne qu'on a aujourd'hui peut paradoxalement éloigner les parents de leur propre intuition. C'est le grand défi. Ok, décortiquons tout ça. Imagine un mardi après-midi ordinaire. Un parent au volant de sa voiture qui emmène son enfant d'une séance d'orthophonie à 16 heures, direct vers le psychomotricien à 17 heures. La fameuse course contre la montre, quoi. C'est ça. Et sur le siège passager, il y a cette épaisse pochette remplie de bilans cliniques, soigneusement codés par couleur. L'image parfaite de l'organisation médicale. Voilà. Ce parent fait exactement tout ce que la société et le corps médical recommandent. Il coche toutes les cases. Et pourtant, au volant de cette voiture, un doute profond s'installe. Un sentiment d'éloignement. Ouais. C'est un constat qui frappe dès les premières lignes de nos notes cliniques. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais eu autant de solutions, d'applications ou de professionnels pour les troubles du neurodéveloppement ou le TDAH, on a ce sentiment d'échec? Faire plus donne l'impression de faire faux. La thèse centrale qui se dégage, c'est que le parent n'a pas perdu sa place en fait. Sa place, elle s'est déplacée. Déplacé, comment ça? Face à une difficulté qui relève de la relation pure, le système répond par une organisation clinique. On répond à un besoin de présence par des protocoles fragmentés. D'accord. Donc le parent devient une sorte de coordinateur de soins. Exactement. Il est catapulté dans une zone périphérique. Il devient l'administrateur de la vie de son enfant. C'est super clair dans l'article de fond. Le parent devient un chauffeur, un relais entre l'école et le neuropédiatre. L'enfant reçoit plein de thérapies utiles, mais il perd une présence unifiée. Il est pris en charge, mais le lien s'effrite. J'ai pensé à une analogie en lisant ça. C'est un peu comme si on sous-traitait une amitié à des consultants extérieurs. Ah ouais, une amitié sous-traitée. Bah oui, imagine, on engage des experts en communication, des planificateurs d'événements pour gérer la relation avec son meilleur ami. Sur le papier, les conflits sont traités par des protocoles parfaits. Les sorties sont optimisées. Voilà. Mais du coup, la chaleur spontanée, la capacité à se comprendre d'un regard, ça disparaît. Ça devient un gigantesque projet logistique. Ce qui est fascinant ici, c'est cette différence fondamentale entre être formellement intégré dans un parcours de soins et retrouver vraiment une place organique. Organique, c'est le mot juste. Le système convoque les parents, il leur donne des bilans, c'est sûr. Mais est-ce qu'on les aide à ressentir et observer leur enfant de l'intérieur? Pas vraiment, non. Ils doivent plutôt appliquer des consignes. C'est ça. Le parent agit beaucoup, il est super impliqué, mais de manière moins incarnée. Il perd cette capacité à être en relation de l'intérieur. Et ça engendre une vraie souffrance. Pour les parents, c'est l'angoisse de plus savoir déchiffrer leur enfant sans un spécialiste. Et pour l'enfant, c'est une hypermédicalisation. Il est suivi, mais est-il reconnu? Ouais, c'est là qu'intervient ce que les sources appellent le mythe du réparateur. Le fameux réparateur. Cette idée folle que l'enfant serait comme une machine en panne, qu'on le dépose chez le spécialiste pour qu'il revienne bien réglé et conforme. C'est une vision très mécanique de l'humain. On veut le normaliser pour le protéger du jugement, en fait. Mais l'enfant a besoin d'être reconnu, pas seulement adapté.
Le symptôme devient la seule grille de lecture. Et quand le trouble prend toute la lumière, le parent perd sa légitimité. Il devient un simple exécutant face aux symptômes. Mais je vais faire un peu l'avocat du diable là-dessus. Vas-y. Un diagnostic, c'est quand même essentiel, non? Je veux dire, ça donne une carte pour s'y retrouver, ça débloque des aides à l'école, ça enlève la culpabilité. On peut pas juste balayer ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on voit bien que le diagnostic en lui-même n'est pas le problème. Il est indispensable. Ah bon, tu me rassures. Là où ça s'enraye, c'est quand le diagnostic prend toute la place, quand il devient une identité, Une identité pour l'enfant? pour l'enfant et pour le regard du parent. Si le parent voit son enfant s'agiter le soir, au lieu de se dire intuitivement « il est fatigué corporellement », son cerveau analyse via le diagnostic. Ah ouais, du genre, est-ce que c'est un rebond de son TDAH? Exactement. Est-ce que le dosage des médicaments n'est plus bon? Le parent doute de son propre ressenti intuitif. Il n'ose plus interpréter le vivant par lui-même. C'est fou. Et cette perte de confiance fragmente la présence sécurisante dont l'enfant a physiologiquement besoin. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'article propose un changement de paradigme total avec la neurothérapie intégrative. Oui, on quitte le psychologique pour plonger dans la physiologie dure. On ne voit plus l'enfant comme cassé, on l'observe comme un organisme qui s'organise avec les moyens du bord. Il compense avec ce qu'il a à l'instant T. Au lieu de corriger le comportement de surface, on regarde les grands rythmes biologiques. La posture, l'ancrage, la respiration. C'est un pivot essentiel. L'enfant n'est plus une somme de déficits, mais un système en recherche d'équilibre. J'adore l'analogie de la plante qui s'étiole, que ça m'a inspiré. On va pas peindre les feuilles en vert pour régler le problème. Ben non, ça serait absurde. C'est ça. On va observer la qualité du terreau, l'eau, la lumière, ses rythmes biologiques. Le symptôme devient juste un signal. Ces rythmes influencent directement le système nerveux autonome. Pour bien comprendre, les textes utilisent une autre comparaison super parlante avec un smartphone. Oui, avec le système d'exploitation. Voilà. Imagine une application, concentration, qui n'arrête pas de planter. Le réflexe classique, c'est de forcer le redémarrage. On s'acharne sur le symptôme. Mais si la batterie est en surchauffe ou si le processeur lâche, le système va couper l'énergie aux applications complexes pour protéger le noyau central. C'est exactement ce que fait le système nerveux de l'enfant. S'il n'est pas sécurisé dans ses fonctions biologiques primaires, les fonctions cognitives vont planter en boucle. Et là, les auteurs parlent beaucoup de la proprioception. Ah oui, ce truc fascinant. Tu peux rappeler ce que c'est pour notre auditoire Bien sûr, la proprioception, c'est la capacité du cerveau à savoir où se trouve le corps dans l'espace. Grâce à des milliers de capteurs dans les muscles, D'accord. si ce système est immature, l'enfant ne sent pas bien son corps s'il ne bouge pas. Donc être assis immobile sur une chaise, c'est une alerte rouge pour son cerveau. Il a l'impression de tomber dans le vide, c'est ça? En quelque sorte, oui. Ça déclenche une réponse de survie. Attends, je veux être sûr de bien suivre. Est-ce qu'on dit vraiment qu'une énorme crise de colère ou une inattention liée au TDAH, c'est juste le cerveau qui panique parce qu'il sent pas bien ses pieds sur le sol? Ça paraît un peu réducteur, non? Ça ne dit pas que c'est l'unique cause. Ce que ça démontre, c'est la cascade neurologique. Le cerveau alloue son énergie avec une hiérarchie stricte. La survie avant l'apprentissage. Exactement. Si le tronc cérébral dépense 60% de son énergie juste pour lutter contre la gravité sur une chaise, il reste plus rien pour le cortex préfrontal. Et c'est cette zone qui gère la concentration. Voilà. L'inattention ou la crise, c'est souvent la conséquence d'un épuisement neurophysiologique invisible. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Pour le quotidien des familles, je veux dire. La charge mentale est déjà énorme. Est-ce qu'on demande aux parents de devenir des neurophysiologistes à la maison? Cela soulève une question importante. Mais la réponse est non, absolument pas. Ouf. Parce que analyser le tonus vagal au petit déjeuner, c'est rude. L'objectif n'est pas de multiplier les techniques médicales. C'est d'aider le parent à redevenir ce que le texte appelle un point d'appui vivant. Un lecteur fin des besoins de l'enfant. Oui. Rendre la mécanique de régulation visible par des choses très simples. L'exemple des devoirs dans l'article est génial pour ça. Un enfant qui s'agite et perd l'attention. Dans le modèle classique, on dirait « concentre-toi »,« calme-toi ». On exige de l'application qu'elle remarche. Alors qu'avec le nouveau regard, le parent observe d'abord l'architecture physique. Il voit que l'enfant est avachi, que sa cage thoracique est comprimée. Et cage thoracique comprimée, ça veut dire respiration superficielle. Ce qui envoie un signal de stress au cerveau. Exactement. Donc le parent ne crie pas. Il s'approche. Il propose de redresser l'assise, de mettre les pieds bien à plat sur le sol, de prendre une grande inspiration. Et hop, on abaisse l'alerte du système nerveux. Et une fois l'alerte biologique levée,
L'attention revient d'elle-même. La régulation se reconstruit de l'intérieur de la famille. Le parent répond au vivant par le vivant, en fait. C'est ça. Et ça permet l'émergence de ce qu'ils appellent la famille réunie. Pas une famille parfaite, sans crise, attention. Mais une famille qui a retrouvé sa cohérence. Le parent se fie à nouveau à son observation. L'enfant se sent soutenu en profondeur. C'est vraiment une libération de la charge purement médicale. C'est une trajectoire conceptuelle incroyable qu'on vient de faire. On est parti d'une parentalité transformée en agence de coordination médicale Avec tout le brouillard instinctif que ça crée, ouais. pour comprendre que s'acharner sur le symptôme masque souvent un système nerveux en détresse. Et avec cette neurothérapie intégrative, la proprioception, l'énergie cérébrale, on comprend comment réhabiliter la présence physique. Ce simple ajustement de regard suffit vraiment à rendre aux parents leur rôle d'encre. Ce retour d'une compétence naturelle, c'est puissant. Et tu sais, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice qui dépasse même le cadre de l'enfance. Vas-y, je t'écoute. Si notre système médical et éducatif déconnecte si facilement les parents de leur intuition, en se focalisant sur l'optimisation et les symptômes, dans quelle mesure le monde du travail actuel, avec ses notifications incessantes, ses indicateurs de performance, nous fait-il la même chose en tant qu'adultes? Ah ouais, on est tous concernés du coup. Est-ce que nos technologies n'écrasent pas notre capacité à lire nos propres rythmes biologiques, notre respiration devant l'écran, notre posture? C'est vrai. Si l'enfant s'épuise à compenser la gravité sur sa chaise, combien d'adultes épuisent leur système nerveux en ignorant leurs propres signaux corporels? Tout ça pour répondre à un système d'exploitation sociétale qui se fiche complètement de la biologie. C'est une réflexion fascinante. Ça nous invite vraiment à réévaluer comment on habite notre propre corps. On va laisser notre auditoire méditer là-dessus. Merci pour cet échange passionnant. Merci à toi, c'était un plaisir. On vient de faire un sacré chemin ensemble. On est parti d'un parent au volant, une pochette de bilan codée par couleur sur le siège passager, qui coche toutes les cases et qui pourtant se sent de plus en plus étranger à son propre enfant. On a compris que le problème n'était pas de faire mal, c'était de faire à côté, de répondre à un besoin de présence par des protocoles. Et on a découvert qu'il suffit parfois d'observer une posture, de redresser une assise, de poser les pieds à plat sur le sol pour qu'un cerveau en détresse retrouve le chemin de l'attention. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce parent au volant? Ou peut-être dans cette réflexion finale, celle qui nous concerne tous, sur ces adultes qui ignorent leurs propres signaux biologiques pour tenir le rythme d'un monde qui se fiche mais complètement de leur biologie. Dites-le moi en commentaire, une phrase suffit, votre témoignage, votre déclic du jour, c'est exactement ce qui transforme un podcast en communauté vivante. Et si cet épisode a déplacé quelque chose en vous, partagez-le autour de vous à un parent, un collègue, un proche qui court d'un spécialiste à l'autre sans retrouver son propre fil. Parce que ce genre de prise de conscience ne devrait pas rester seul dans les écouteurs. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que les prochains épisodes continueront d'explorer ce qui se joue vraiment en profondeur pour vous et votre famille. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.